Good afternoon, everybody. We'll get started. Bon après-midi tout le monde. Nous allons commencer pour pouvoir sortir plus tôt. Encore 2 minutes pour vous installer. I understand it's been a long day, but Je sais que la journée a été longue, mais il semble y avoir beaucoup d'enthousiasme dans la salle, ce qui est bien. Et je suis sûr que tout le monde est prêt à partager ses conclusions avec le groupe élargi, donc allons-y. On va appeler un représentant de chaque groupe pour nous donner un sommaire en 2-3 minutes de leurs conclusions, et puis je vais parler brièvement des prochaines étapes avant la fin. Donc j'invite Karen Cooper. Vous avez l'honneur de commencer. Bonjour tout le monde. Je représente la table ronde sur l'inclusion sociale et j'aimerais juste dire que notre groupe a été vraiment emballé et optimiste devant les possibilités qu'offre une stratégie nationale sur le logement. Donc on aborde le thème avec l'espoir et l'optimisme en reconnaissant le besoin d'une description plus nuancée ou d'une explication de ce que c'est que l'inclusion sociale par rapport à ce sur quoi travaille la SCHL actuellement. Nous devons parler de l'inclusion sociale pour la communauté et pour les particuliers. Nous voulons améliorer les résultats pour les collectivités, les gens et le pays. Les communautés, ça comprend les endroits physiques et les cultures et les organisations. On a regardé les 17 défis identifiés, on les a en fait réduits à 5. Nous, on a trouvé 5 solutions pour fin de discussion et de débat. La première solution, c'est d'accroître le parc immobilier parce que nous croyons qu'en augmentant le nombre de logements au Canada, on accroîtrait le choix pour les gens. Nous voulons élargir les choix pour les gens à faible revenu et qui ont besoin d'aide. Et nous voulons des solutions encourageantes au-delà des projets pilotes. On a eu des projets pilotes au cours des ans qui ont bien réussi, mais nous devons aller plus loin maintenant. Nous voulons gérer également la demande du logement ainsi que l'offre. Nous voulons étudier les besoins et voir comment les combler. Nous encourageons vraiment le fédéral à chercher des fonds de diverses sources pour le logement. On aimerait que le fédéral en fasse une priorité politique et que le gouvernement fédéral autonomise les communautés à miser sur la capacité existante à travers le Canada et au sein de son propre gouvernement fédéral. Nous voyons le rôle fédéral comme étant celui du leadership qui consiste à rassembler les gens, à partager les informations et en fournissant du financement. Mais c'est également de déterminer où le financement va et comment. Donc, on s'attend à ce que le fédéral trouve de meilleures façons de miser sur les ressources existantes pour appuyer la SCHL et créer un secrétariat du logement et assurer un financement durable parce que cela aiderait. Et on aimerait que le fédéral exige des différents ministères qui montrent leur appui pour la stratégie nationale sur le logement et qui soient transparents devant le public à ce sujet. En gros, donc, l'inclusion sociale, c'est 2 choix. On a besoin de meilleurs choix et de plus de choix pour que tout le monde trouve un endroit convenable pour vivre dans chaque collectivité au Canada. Merci. Alors, merci, Karen. La séance numéro 2 qui travaillait sur le maintien et la préservation. Alors, Grant Stewart va faire le rapport. Bonjour tout le monde, on a eu une excellente séance de discussion. C'est un sujet majeur qui m'est cher et pour tout le monde dans ma session également. C'était très animé. On a eu les fournisseurs du secteur privé, du secteur public, les chercheurs, les consultants. Tout le monde y était. Ce sujet, à mon avis, est déterminant pour la viabilité du secteur du logement. Les gens ont tendance à penser aux maisons unifamiliales et aux bungalows.
comme étant les seules possibilités, mais le Canada a des millions d'appartements qui ont été construits dans les années 50 et 80. Et à Toronto, il y a des milliers. Ça définit la ville et le paysage urbain où nous vivons. C'est le chez-soi des millions de gens. Ça a été construit intentionnellement et avec des subventions de la SCHL et des autres offices gouvernementaux. Et ça a commencé dans les années 60. Et ça a permis au secteur privé de construire ces milliers d'unités de logement et de construire également à peu près 750 000 unités de logement social qu'on a à travers le pays. Avec le vieillissement de ces logements qui atteignent la soixantaine, ça devient quasiment des endroits délabrés et qui accueillent parmi les gens les plus vulnérables. Plus d'1 million de Canadiens qui vivent dans ces maisons n'atteignent pas le seuil d'abordabilité. Et dans le secteur privé, ça c'est l'ombre du marché du logement social. Donc l'une des choses qu'on a examinées soigneusement, c'était l'état de ces logements et comment les rendre viables. Comment, pour que ça dure une autre génération. Ce sont de bons logements qui peuvent durer un autre cycle de vie et il faut réinvestir là-dedans. L'un des paradoxes, c'est qu'on a reporté l'entretien au cours des décennies, ce qui veut dire qu'il faut beaucoup de capitaux maintenant pour rendre ces maisons viables pour la prochaine génération, pour être conformes à nos normes. Mais le défi dans le secteur privé, c'est comment attirer des capitaux significatifs dans ces unités de logement, alors que la formule, c'était d'augmenter les loyers. Donc ça pose le problème de l'abordabilité. Du côté social, il y a une série d'ententes qu'on doit renouveler bientôt et qui met la pression sur la viabilité des coops du plan financier. On a examiné ce défi. On a examiné une litanie de défis, mais le plus gros, c'est comment réinvestir dans ces maisons ou dans ces logements en assurant en même temps l'abordabilité. Et il y a également la question de comment améliorer ce parc locatif pour que ce soit plus viable et pour répondre aux besoins des familles qui veulent rester sur place. Des choses qu'on n'avait pas prévues au début. Comme le dernier groupe, il y avait une trentaine de solutions et après beaucoup de débats, on a vu qu'on pouvait les classer par thème et on les a mis dans 3 catégories. D'abord, comment apporter beaucoup de capitaux à ce parc immobilier avec ses actifs en détresse. Comment amener l'argent nécessaire pour améliorer les critères de rendement. Comment dépasser les normes de base pour pouvoir profiter des normes qu'offrent des normes d'abordabilité, de confort, et ainsi de suite. Il y a différentes sources de financement comme solution. Il y a des plafonds d'investissement, mais comment, par exemple, attirer des prêts à faible taux d'intérêt ou à taux d'intérêt nul. Ainsi, si on dépassait les attentes, des outils plus attrayants seraient disponibles pour attirer les investisseurs. C'est en fait un grand nombre, c'est un grand chiffre en termes d'argent nécessaire, mais on pourra miser sur le financement qu'offre la SCHL et d'autres agences gouvernementales. Et l'autre thème, c'est l'abordabilité. Que faire devant la fluctuation du marché du secteur privé tout en maintenant l'abordabilité du secteur social? On peut, par exemple, conserver les ententes sur le supplément des loyers et pour faire cela du côté du secteur privé au niveau des augmentations de loyers. Pour pouvoir augmenter les loyers, il faut pouvoir avoir un modèle d'affaires viable. Et le dernier thème, c'est la viabilité du parc immobilier. Comment s'assurer que le niveau de détresse ne soit pas durable? Donc pour cela, il faut des engagements soutenus. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est ça notre résumé. Merci. Alors, merci Grant. La prochaine séance, c'était sur le besoin de données sur le logement.
Bonjour tout le monde. Je faisais partie du panel sur les données sur les besoins en logement. C'était un point clé de notre conversation dans un groupe très érudit de praticiens et de représentants. Et je pense que la discussion commence par la reconnaissance du fait que le fédéral a bel et bien un rôle à jouer au niveau de la collecte de données et au niveau de la surveillance du parc locatif du Canada, du parc immobilier du Canada. On parle de la normalisation des données à travers les différents paliers, que ce soit municipal, régional, provincial ou fédéral. Il faut reconnaître qu'il y a un rôle que le fédéral peut jouer. On a également parlé du besoin de plus de clarté dans les données lorsqu'il s'agit d'évaluer les résultats et de la nécessité de moderniser les concepts tels que l'abordabilité. Et plus précisément, lorsqu'on parle de l'abordabilité, la relation entre l'abordabilité, le transport et les emplois. Et dans cette discussion sur les données dont on parle d'établir des mesures de réussite. Par exemple, de quoi aura l'air la victoire de cette solution nationale pour le logement, pour l'immédiat et à long terme. Lorsqu'on examine des éléments spécifiques des données, on a évoqué et le gros de la conversation a tourné autour d'une approche longitudinale et transversale de la structure des logements à travers le Canada. Et à partir de là, on a discuté de l'importance de créer un cadre et un portail de données pour faciliter l'accès aux données existantes sur le logement. Il ne s'agit pas uniquement de créer de nouvelles méthodes et de nouvelles données, mais de miser sur les données déjà disponibles, par exemple, le nouveau recensement. La discussion, donc, visait à déterminer comment partager les renseignements déjà disponibles à travers différentes organisations, partant de la SCHL jusqu'à la Banque du Canada. Donc, en partageant cela, on peut réaliser des résultats rapides. On peut, dans notre discussion sur les données, on a trouvé 8 outils et la discussion sur le portail web, c'était l'une des recommandations clés. En terminant donc, je dois dire qu'il ne s'agit pas seulement de parler des besoins en données, mais de descendre jusqu'au niveau de déterminer quelle est la question. Et c'est à partir de cela qu'on va façonner les besoins de données en logement ou sur le logement. Merci, Andy. C'est maintenant le tour de Greg Christensen qui va nous parler des logements pour aînés. Je vais consulter mon dispositif ici, mais sur la question des aînés et des logements pour aînés, il y a 4 ou 5 choses à retenir pour résumer notre discussion. D'abord, il y a l'intégration de la santé dans le logement, à savoir qu'on ne peut pas étudier le logement pour aînés seul lorsqu'on parle du vieillissement et si on essaye d'héberger des gens dans un cadre résidentiel et dans des cadres institutionnels. Il faut y associer la discussion sur la santé parce que les choses vont varier avec les soins qu'il faut apporter. Donc le défi, c'est d'intégrer tout cela. Et il y a des modèles qui ont réussi et on en a beaucoup discuté. Beaucoup de gens sont en faveur du vieillissement sur place. Comme principe important, les gens ne veulent pas nécessairement aller dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Et puis, il faut prévoir les changements pour accroître la mobilité, par exemple les salles de bain, l'accessibilité dans une économie du marché. Les gens ne veulent pas faire ces choses en l'absence d'un accident physique dans la famille. Il y a peut-être trois pieds à ce tabouret. Comme je l'ai dit, il y a la communauté. On peut avoir une maison sans barrière. Et si on ne peut pas traverser la rue pour aller au magasin ou pour circuler dans la communauté, alors là, il faut trouver une autre stratégie. Et de plus en plus, les fournisseurs de logements dans le secteur à but non lucratif songent
à la dotation, comment intégrer cela dans ce modèle. Et au début, on n'a pas besoin du personnel parce que le modèle actuel compte sur le levier familial et du conjoint, mais avec le vieillissement, le défi devient difficile et des fois coûteux. On rapporte des cas où les donneurs de soins ne vivent pas aussi longtemps que la personne qu'on veut soigner. Donc la question de l'intégration des donneurs de soins et des travailleurs, les statistiques, il faut les statistiques et les données démographiques montrent l'accroissement du nombre de ces aînés par rapport aux travailleurs. Donc, il faut une cohabitation et le concept de village urbain où les logements abordables pourraient côtoyer les logements pour aînés parce que ça offre l'avantage des cadres compacts et des distances de marche. Et ça réduit la dépendance à l'égard de l'automobile et c'est bon pour l'environnement également du côté des gaz à effet de serre. Donc l'abordabilité reste un critère déterminant pour les aînés. Pour ceux qui ne pensent pas à ce genre de choses, par exemple, je sais qu'en Alberta, ça coûte jusqu'à 4 millions de dollars pour un lit d'hôpital. Et les soins à temps plein, à domicile, ça coûte à peu près 28 000 dollars par mois. Clairement, on ne peut pas régler les problèmes de notre société grâce à ce modèle, mais il faut focaliser également sur les soins aigus. On a parlé des mesures incitatives par opposition à la réglementation. On ne peut pas toujours accumuler les règlements pour obliger les gens à faire les choses. On a plutôt discuté des incitatives et des façons d'encourager des bons comportements. Et par exemple, il y a le zonage. Les arrêtés municipaux ne sont pas favorables au logement pour aînés, le stationnement souterrain. Les aînés ne conduisent pas et ça devient une taxe sur l'abordabilité parce que les unités pour aînés sont de plus petite taille. Donc beaucoup de ces arrêtés municipaux sont destinés pour le marché et il y a le code du bâtiment qu'il va falloir adapter. Il y a également la lutte contre les incendies et le code du logement, le code du bâtiment, ça a été conçu pour la majorité d'entre nous ici qui peuvent marcher, mais si on a des problèmes de mobilité, si on utilise une marchette, alors c'est difficile et si on est à l'étage, c'est encore plus compliqué. Donc il faut, par exemple, changer le modèle de l'impôt foncier. Et plusieurs représentants du secteur privé et même la SCHL également punit le logement pour aînés parce qu'il y a des taux plus élevés et des primes, ou plutôt il y a des suppléments plus élevés sur les hypothèques destinées à cela. Donc, on a essayé de régler le problème de la gestion avec des frais plus élevés. Le rôle du fédéral est vu de façon positive. C'est un rôle de leadership. On veut avoir des communautés qui accueillent les aînés. L'idée, c'est qu'on doit dépasser le code du bâtiment parce que ce code n'était pas en fait conçu pour le vieillissement de notre population et le nombre de personnes ayant des problèmes de limitation fonctionnelle. L'idée, c'est que le fédéral doit travailler afin de déterminer les normes et pour viser plus haut et éviter l'approche minimaliste que reflète en fait le code du bâtiment. J'ai parlé des communautés où on peut marcher et de plus en plus, c'est un problème de planification urbaine parce que la proximité des magasins qui permettent de se débarrasser des voitures. On a dit qu'il y a deux segments majeurs dans les logements pour aînés. Par exemple, les aînés qui sont propriétaires de leur maison, mais dans d'autres provinces comme en Alberta, il y a beaucoup plus d'aînés qui n'ont pas investi dans le logement. Et en Alberta, même avec des aînés qui ont investi dans le logement, il faut tout de même s'occuper de ces aînés. Et dans le secteur du marché, il y a encore beaucoup de débouchés, beaucoup de possibilités.
Il y a la possibilité, par exemple, de miser sur son avoir propre dans le logement pour réduire son loyer. Et on avait ce sentiment que les outils financiers peuvent jouer. Et on a, par exemple, parlé de comment partager les pratiques exemplaires et comment changer les règlements plutôt que de procéder à un règlement à la fois. Il faut donc trouver de meilleurs modèles et s'assurer que ces nouveaux modèles marchent et qu'on puisse en faire la démonstration aux consommateurs. Cela a intéressé beaucoup de gens, mais je pense que le thème global, c'était de miser sur les ressources, d'avoir de nouveaux modèles du développement moderne, tels que la densification. Par exemple, on peut avoir un modèle pour les soins aigus dans la communauté tout en s'occupant des aînés fragiles. Et on peut s'occuper des aînés chez eux, et ça, c'est beaucoup moins cher que les soins institutionnalisés. On a entendu parler du fossé entre le logement et les soins de longue durée dans certaines provinces. Heureusement, en Alberta, on a des programmes qui assurent la transition de chez soi aux soins de longue durée. Mais dans certaines provinces, il n'y a pas ce genre de transition. Donc, certaines de ces solutions seront viables. Mais je pense qu'en fin de compte, le consensus général, c'était que d'avoir ce genre de stratégie nationale, c'est une bonne idée, mais il faut y associer tous les paliers du gouvernement, la politique fiscale, l'immigration, les bassins de financement. Il y a plusieurs rôles que le fédéral peut jouer dans cette stratégie. Merci de votre attention. Merci, Greg. Ensuite, on aura Ron Whitman qui va nous parler des logements accessibles, de la conception universelle et de la visitabilité. Merci. Notre groupe, cet après-midi, nous avons focalisé sur deux choses principales. Identifier les enjeux clés et les défis pour le fédéral, et puis identifier les solutions possibles. Nous avons identifié 6 enjeux clés et défis. D'abord, le manque de normes, de politiques et de codes pour ce qui est des logements accessibles. Il y a le manque d'informations pour le Canada et les Canadiens qui veulent comprendre ce que c'est qu'un logement accessible. Il y a le rôle du fédéral dans tout cela. Et le Canada, en fait, applique la Charte des droits de la personne, mais cela ne semble pas s'intégrer dans notre secteur d'habitation. L'éducation, c'est le gros morceau. Il faut et le marché, il faut trouver l'argent pour que tout cela se réalise. Quant aux solutions possibles par rapport au code et aux normes, il faut que ce soit uniforme, le code national. Et une façon pour le gouvernement d'aider, c'est dans leur demande de proposition pour les logements et les espaces qui leur sont acquis. Bon, on peut demander à ce que les experts soient intégrés à l'équipe. Nous devons identifier le fait que les aînés et les jeunes ayant des handicaps ont souvent besoin de différentes normes et politiques. Et nous pouvons créer les codes, mais il faut qu'on les applique également. Ça, c'est tout un autre niveau. Pour ce qui est du manque de compréhension, nous pouvons continuer le dialogue comme on le fait aujourd'hui. On peut identifier les pratiques exemplaires et on peut assurer la formation, soit en personne ou à travers des webinaires. Et on peut également identifier des champions, c'est-à-dire ceux qui assurent la réussite de ces modèles. Quant au rôle du gouvernement ou des gouvernements, les gouvernements peuvent offrir du financement pour des initiatives visant des logements visitables à 100% ou à 5 à 10%. On peut offrir des fonds pour ceux qui veulent rénover leur maison. On peut offrir des crédits d'impôt et des incitatifs aux promoteurs immobiliers et aux constructeurs. Et on peut établir le cadre qui offre plus rapidement ce financement aux propriétaires. Et on peut identifier les meilleures pratiques visant les logements visitables. Et on peut offrir la formation aux architectes, surtout au niveau des écoles d'architecture.
Ayant étudié dans l'une de ces écoles, on n'y parle pas beaucoup de l'accessibilité. Il faut plus de leadership dans les Premières Nations. On a parlé de la possibilité d'organiser une conférence focalisant sur le logement accessible et l'un de nos membres a parlé de la possibilité pour la SCHL de revenir aux choses fondamentales et à focaliser sur le logement pour les plus nécessiteux. Pour ce qui est de l'éducation et du marketing, on a parlé de la possibilité de rétablir le programme du logement flexible. On a ce qu'on a appelé les maisons pour la vie et de mettre en exergue les maisons accessibles. Il faut en fait vendre des maisons accessibles pour tous les types de familles et non pas uniquement pour les gens ayant des handicaps. Aux États-Unis, il y a ce programme qui s'appelle CAPS, C-A-P-S. En fait, ce qu'on appelle les programmes pour spécialistes du vieillissement sur place. On peut essayer de copier cela au Canada. Il faut un virage paradigmatique pour que les gens comprennent. Et enfin, pour ce qui est de l'argent, le gouvernement peut investir dans la recherche et le développement et peut offrir les ristournes de la TPS pour l'accessibilité au niveau de la rénovation et pour les nouvelles constructions. Et certains ont identifié le besoin également d'identifier les coûts à court terme de l'installation des mesures d'accessibilité ou de l'ajout des mesures d'accessibilité chez soi. J'espère que j'ai tout résumé. Merci de votre attention. Merci, Ron. Maintenant, on va écouter le représentant Michael Rice, qui va parler des logements dans les Premières Nations et en réserve. Je suis Marc et je vous remercie de m'avoir nommé votre porte-parole. Je remercie tous mes collègues d'aujourd'hui, le gouvernement des Premières Nations, les consultations et évidemment les représentants de la SCHL. Nous venons d'un monde différent parce qu'on a un environnement fiscal très différent, un régime foncier très différent et un cadre très différent. C'est comme si on venait d'un autre pays. Aujourd'hui, dans notre discussion, vous demandez aux Premières Nations de parler du logement. Mais la plupart des municipalités n'ont pas à traiter de l'infrastructure et de la création d'emplois comme nous. Nous devons quasiment agir comme des gouvernements nous-mêmes en nous occupant de tout, donc ça devient très complexe. Nous, on a énuméré beaucoup de défis, mais parmi les priorités, il y a le fait que généralement, les Premières Nations ne contrôlent pas leur logement. Nous n'avons pas le juste équilibre entre le gouvernement et les marchés dans nos collectivités. Et il y a des écarts énormes dans les logements. La majorité des Premières Nations sont assujetties à l'article 95 et ça n'offre pas beaucoup d'autres options. Mais il y a de l'espoir parce qu'on voit où on veut aller et nous croyons que si on contrôlait les initiatives, vous verrez des choses. On a trouvé des solutions dans certaines de nos collectivités et on a essayé d'établir des instruments pour la transition et on peut emprunter chez nos homologues des provinces et ailleurs, et ma collectivité et dans d'autres collectivités également, comme l'un de mes collègues l'a dit, l'un des gros défis chez les Premières Nations, c'est que quoi qu'on fasse dans le logement, on ne mesure pas assez ce qu'on a fait. Parce qu'on va aux conférences et puis à la fin, on rentre chez soi sans mesurer les efforts. Donc il faut faire attention à cela et pouvoir produire des résultats. On a parlé de plusieurs solutions et je vais essayer de les résumer. Et je vais essayer de tout faire en 1 minute.
D'abord et avant tout, les Premières Nations, on n'est pas homogène. Les Mohawks et les Cris sont différents, les Hurons et les Anishinaabe sont différents. Bon, il y a des choses qui nous rassemblent, mais on ne peut pas adopter une taille unique pour tout le monde dans le logement. Et comme l'a dit l'autre monsieur, on a besoin de données. C'est crucial, des données de qualité pour pouvoir élaborer des politiques sensées. Et tout ce qu'on fait dans une Première Nation doit être ancré dans la communauté. Ça ne peut pas venir d'en haut. À propos des solutions, on a évoqué les solutions financières. Et on ne peut pas dicter aux Premières Nations qu'il faut adopter le régime foncier privé. C'est une bonne solution dans certaines communautés, mais d'autres veulent juste le régime locatif. Tant que c'est viable, donc, visons ce qui est viable. Et également, il faut encourager les communautés à s'approprier tout ce qu'on fait. Pour les petites collectivités, on peut former des groupes ou bien on peut s'organiser et offrir du financement dans ces collectivités regroupées. Pour ce qui est du financement, moi je suis banquier ou ex-banquier, je m'appelle toujours banquier. Oui, il nous faut du financement. Mais j'ai toujours encouragé les Premières Nations à investir eux-mêmes. Pour ce qui est des intervenants, bien sûr qu'il faut le soutien du fédéral. Et nous devons également inviter la société civile. Il y a d'autres partenaires qu'on doit en fait engager. Pour ce qui est du fédéral, le fédéral peut nous aider dans la phase de diagnostic quant à ce que nous devons faire. Et il faut s'assurer, il faut en fait tenir compte de la diversité des Premières Nations et ne pas imposer une solution unique. Il y a plusieurs domaines où il faut que les Premières Nations soient aux commandes de tout ce qu'on veut faire pour que ça réussisse. Je sais que les autres n'ont pas eu beaucoup de temps, mais il nous faut beaucoup de formation en littératie financière dans la communauté, chez les leaders, si on veut vraiment avancer au niveau du logement dans la Première Nation. J'espère que j'ai tout relaté et j'apprécie cette occasion. Merci de votre attention. Merci, Michael. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci particulièrement à ceux qui ont eu le travail difficile de résumer les discussions. Alors, qu'est-ce qui nous attend maintenant? La SCHL va continuer d'appuyer le ministre Duclos en réunissant et en analysant les données qui nous arrivent de partout, y compris ces tables rondes ici et les réunions avec les partenaires dans le logement, la stratégie nationale pour créer les piliers de la stratégie nationale. Ce que nous avons entendu le 22 novembre à l'occasion de la Journée nationale de l'habitation. Il annoncera alors également les prochaines étapes, notamment la demande d'approbation de la stratégie nationale sur le logement par le cabinet. Je ne veux pas devancer le ministre quant à la date à laquelle on pourrait s'attendre à ce que la stratégie soit lancée, donc je vais le laisser répondre à cette question. In the meantime, again, I want to take... Entre-temps, je saisis cette occasion pour exprimer notre appréciation à vous tous d'avoir été là. Aujourd'hui, je sais que le temps est précieux et vous avez choisi de partager vos idées et votre expertise avec nous. On a entendu de belles idées. Aujourd'hui, on va les partager avec le ministre Duclos et le gouvernement du Canada dans les prochains jours. Merci d'avoir apporté tant à l'élaboration de la stratégie nationale pour le logement du Canada. Alors, bonne soirée.